Bonjour, docteur Pascal Doec. Vous êtes médecin du sport, nutritionniste et passionné par la longévité. Vous êtes l'auteur du livre magnifique que je suis en train de dévorer, qui s'appelle Les nouvelles clés de la longévité. Et j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, merci d'abord d'être avec moi sur Even, qui est une tribu de passionnés par la longévité. Et tout d'abord, j'aimerais parler d'un point qui me paraît indispensable et qui vous paraît indispensable dans ce livre. Il fait objet d'un chapitre avec un nom très original. Tous les bons conseils pour vieillir plus vite et vivre moins longtemps. C'est quoi ce chapitre et pourquoi vous l'avez intitulé comme ça? Expliquez-nous. Écoutez, moi j'ai une préoccupation, et c'était un peu l'objet de ce livre, qui est de motiver les lecteurs à adopter des comportements santé. Voilà, des comportements santé, longévité. Et c'est la chose la plus difficile. Et dans mon exercice et dans mon expérience en tant que médecin, dès qu'il s'agit de stimuler ces patients et de leur procurer des conseils, on va dire, de prévention, voilà, pour effectivement essayer de prévenir la survenue de maladies chroniques. Vous pouvez raconter ce que vous voulez sur l'alimentation, sur l'activité physique. On vous dit oui et au final, personne n'applique ces conseils-là. Il y a un vrai sujet qui est de mettre en place et de changer et d'adopter les bons comportements. Ce qui fait que moi, je me suis dit, toute la clé du succès repose dans la communication et dans la façon de délivrer les messages. Donc, un des moyens, c'en est un parmi d'autres que j'ai traité dans mon livre, c'est d'essayer de se dire, ben voilà, si vous voulez vieillir plus vite et vivre moins longtemps, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez continuer à faire. Voilà. Et donc, j'ai identifié des facteurs d'accélération du vieillissement, qui pour moi sont un préalable avant toute chose quand il s'agit de se dire est-ce que je m'intéresse à ma santé, est-ce que je me préoccupe de ma longévité. Et ben le premier temps avant tout ça, c'est de se dire déjà quels sont les facteurs qui sont susceptibles de me faire vieillir plus vite. Et l'accélération du vieillissement, c'est un vrai sujet, d'autant plus que vous avez probablement entendu parler de l'âge chronologique et de l'âge biologique. Rapidement, faites-nous un détour à l'âge biologique, l'âge chronologique. Il y a des gens qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas. S'il vous plaît, faites un petit détour, expliquez-nous. Voilà, l'âge chronologique, l'âge biologique, c'est deux éléments qui sont extrêmement importants. Alors, c'est quoi? L'âge chronologique, c'est votre carte d'identité, c'est l'âge que vous avez officiellement, que vous avez sur votre carte d'identité ou votre passeport, donc vous avez 40, 50, 60 ans. Voilà, ça, c'est votre âge. Et puis, l'âge biologique, c'est l'âge de votre organisme, l'âge réel de votre organisme. Comme on dit, on a l'âge de ses artères. Quoi, voilà. Donc et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à intégrer, c'est-à-dire qu'une personne qui a 50 ans peut très bien avoir un âge biologique de 45 ans, c'est-à-dire qu'au final, il se porte mieux et il se retrouve avec un organisme qui est plutôt en très bonne forme. Mais à l'inverse, en ayant 50 ans, il peut avoir un âge biologique qui soit de 55 ans, voire de 60 ans. Comment on le définit? Comment on définit? Comment est-ce que vous définissez? Enfin, comment est-ce que vous voyez scientifiquement cette différence entre… Ouais. Exactement. Il y a tout un tas d'éléments à la fois d'examens médicaux que l'on peut faire, notamment la rigidité, la souplesse artérielle, tout un tas de bilans sanguins aussi, dans tout un tas d'analyses biologiques. On va dire toute une évaluation qui se fait pour essayer d'identifier cet âge biologique. À l'issue de ça, voilà, pour une personne de 50 ans, si on lui annonce qu'en réalité son âge biologique est de 55 ans ou de 60 ans, là on va avoir finalement quasiment un électrochoc, parce que la personne va se dire mais c'est pas possible, moi j'ai 50 ans depuis toujours, enfin j'ai 50 ans parce que c'est ce que dit ma carte d'identité, comment c'est possible que j'ai un organisme qui soit plus vieux que ça? Et bien tout simplement, probablement parce que cette personne a un certain nombre d'accélérateurs du vieillissement et que ce sont ces accélérateurs du vieillissement qu'il va falloir effectivement contrôler, réduire, voire totalement supprimer. Alors c'est de ça dont j'aimerais parler parce que pour moi c'est le premier temps quand il s'agit de se préoccuper de sa longévité, c'est de se dire est-ce que j'ai bien compris quels sont ces accélérateurs du vieillissement? Alors, on va les voir. Ils sont on a entre 8 et 10 facteurs d'accélération de ce vieillissement qui sont connus. Et vous allez voir, la majorité de ceux-là sont extrêmement connus, mais on ne les associe pas toujours
au vieillissement, on va les associer au cancer, on va les associer à des maladies hépatiques, par exemple, on va les associer à d'autres maladies, mais on n'a pas toujours ce réflexe de se dire ces facteurs me conduisent à vieillir plus vite et donc à avoir un âge biologique qui va être plus important que mon âge chronologique. Alors, si on rentre Quoi alors? Ouais, rentrons dans le sujet plus précisément. Ouais. Voilà, si on rentre dans le sujet, le premier temps, c'est de se dire, voilà, il y a un certain nombre de toxiques qui jouent un rôle important dans notre organisme. Pourquoi? Parce que, et c'est ce qu'on va voir sur tous ces facteurs de vieillissement, ils entraînent un état inflammatoire chronique. C'est-à-dire qu'on a une inflammation, ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, ce n'est pas l'inflammation aiguë quand je tombe ou quand je me fais mal au genou ou j'ai mon genou qui est tout rouge ou quand je me brûle, j'ai ma main qui est toute rouge. Ça, c'est une inflammation aiguë qui a un objectif de protéger mon organisme. Non, il s'agit d'un état où on a une inflammation chronique, ce qu'on appelle de bas grade. Elle n'est pas très importante, mais elle est permanente. Et cette inflammation chronique, elle facilite, elle fait le lit de la survenue des maladies chroniques. Alors, le premier lot, c'est le lot des toxiques. Alors, dans les toxiques, on va y mettre quoi? On va y mettre le tabac, on va y mettre l'alcool et on va y mettre tout ce qui va être pesticides, pollution atmosphérique, qui va jouer un rôle clé dans cette accélération du vieillissement. Alors, ce qu'on peut modifier très clairement, c'est le tabac. Alors, le tabac, on l'associe toujours au cancer du poumon. On ne l'associe pas nécessairement à un accélérateur de vieillissement. On sait très bien Pourquoi? Pardon? Pourquoi, en quoi tabac en lui-même, comme vous dites, il n'est pas associé au vieillissement? Parce qu'on parle toujours du cancer du poumon. Un fumeur, la première des angoisses qu'il peut avoir quand il est fumeur, c'est ses poumons. Il se dit, voilà, moi, mes poumons, c'est ce qui risque. À tout moment, je peux me retrouver avec un cancer du poumon. Et donc, c'est sa préoccupation, on va se dire, constante. Pourtant, il joue avec le feu parce qu'il continue à fumer. Mais en tout cas, c'est ça sa préoccupation. Quand on va lui dire, voilà, sur tous les mécanismes oxydatifs ou inflammatoires qui sont en jeu avec le tabac, puisque le tabac va créer une inflammation de tout l'organisme de manière constante, et ben on n'associe pas nécessairement le fait que de fumer accélère notre vieillissement et que les personnes qui sont des gros fumeurs et qui ont fumé pendant longtemps sont des personnes qui vont avoir des organes qui seront bien plus vieux que des personnes qui n'ont pas fumé. Même chose. Et pas que les poumons, alors. C'est pas que les poumons, évidemment. Les poumons, ils sont atteints en premier lieu, parce que c'est logique, c'est le premier voie de passage du tabac, c'est de passer par les poumons, mais après, tous les produits, tous les actifs qui sont toxiques dans le tabac vont se diffuser dans tout le corps et vont créer effectivement cet état inflammatoire qui crée effectivement le lit des maladies chroniques. Et quand on parle tabac et maladies chroniques, il y a le cancer bien évidemment, mais il y a surtout les maladies cardiovasculaires par exemple qui sont directement connectées au fait de fumer, liées aux effets secondaires de la nicotine. Donc le tabac, c'est la première des choses, donc il faut être vraiment très vigilant par rapport à ça. Ça ne sert à rien de se dire je vais me préoccuper de ma santé, de ma longévité si je continue à fumer. Le deuxième, son corollaire, c'est l'alcool. Même chose, l'alcool, on l'associe aux maladies hépatiques, aux maladies du foie. Eh bien non, l'alcool crée aussi un état inflammatoire de la même manière. Et on va se dire que toute consommation d'alcool, même la plus faible, peut avoir effectivement des effets négatifs. Et ce qui est préoccupant, ce n'est pas de boire de l'alcool un jour, c'est d'en boire de manière régulière. Voilà. Et c'est cette notion d'exposition constante à l'alcool. Donc on va se dire, voilà, on va avoir ces deux premiers éléments qu'on connaît tous pour leurs effets secondaires, l'alcool et le tabac, mais qu'on connaît moins bien sur la longévité. Et il a été effectivement bien démontré que fumer ou boire de l'alcool va réduire la longévité de ceux qui sont des consommateurs. Et la longévité, les performances cognitives, tout un tas de choses qu'on va avoir en termes d'effets secondaires sur la santé. Voilà. Donc ça, sur l'alcool, j'ai une question sur l'alcool. Ouais. On vit en France. On n'est pas sans forcément, on espère être alcoolique, on aime bien profiter de la vie. L'alcool, c'est un peu général. Qu'est-ce que ça veut dire une consommation d'alcool qui va entraîner des dégâts et qui va devenir un facteur du vieillissement? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, il n'y a pas de dose minimale. Il n'y a pas de dose minimale, c'est-à-dire qu'on sait très bien que toute consommation d'alcool va avoir un effet négatif sur notre organisme. Alors, et bien évidemment,
plus on en prend, plus on va avoir d'effets négatifs. Donc on est toujours en France dans cette idée que le vin, par exemple, pourrait avoir des effets bénéfiques pour notre santé. Il a été clairement démontré que toute consommation d'alcool régulière, même la plus faible, est toxique, par exemple, pour le foie. Est toxique Qu'est-ce pour que ça veut notre dire? Pardon, excusez-moi, régulière. On est en week-end, moi et pour la plupart de mes amis, on se voit vendredi soir, samedi soir, et on passe une soirée à table. Et en France, il y a rarement des soirées sans alcool ou sans vin à table. Donc, est-ce que ça veut dire que je suis en train de… Enfin, je ne veux pas catastropher, je veux juste comprendre. Est-ce que je suis en train de prendre des risques si on consomme 2, 3 verres de vin à table? Bien sûr, moi je vous Une réponds fois oui. ou 2 fois par semaine? Et voilà, je vous réponds oui, et je vous réponds effectivement que toute consommation d'alcool, tout gramme d'alcool absorbé va avoir un effet négatif pour notre organisme. Alors après, c'est toujours pareil, on aime boire de l'alcool, on apprécie de boire du vin, il faut gérer ça de façon modérée, extrêmement modérée. Donc les binge drinking, c'est-à-dire les soirées ou les week-ends où on s'avale des quantités d'alcool, bah là c'est effectivement extrêmement toxique pour l'organisme, surtout qu'il s'agit généralement de jeunes qui pratiquent ce type de binge drinking. Par contre, On parle plutôt de la dès âge moyenne. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est à peu près notre tranche d'âge, 40, 60, 40, 65. 40-60, bah il faut avoir cette idée en tête que toute consommation d'alcool, quelle qu'elle soit, va exercer un effet toxique. Donc après, il faut gérer ça et il faut se dire, voilà, moins je bois, mieux je me porte, moins je bois, plus je préserve ma longévité. Voilà. Je crois Est-ce qu'il y a des astuces? Je sais que ça peut paraître bizarre pour se dire comment est-ce que je peux atténuer l'effet d'alcool que je profite. Est-ce que je mange avant? Est-ce qu'il y a des choses tout simplement qui vont atténuer l'impact Non, d'alcool sur l'organisme, ou on se dit je m'arrête à un verre ou 2 verres de vin par soir, 1 fois ou 2 fois par semaine? voilà, Est-ce que moi je pense que c'est cette dernière option qu'il faut avoir. C'est comme la cigarette. On peut pas se dire, moi je fume 2 cigarettes, pas moi, mais beaucoup de gens vous disent, moi je fume D'accord. 3-4 cigarettes par jour, c'est Oui. pas très grave. Bon, bah oui, c'est certainement moins risqué que de fumer un paquet par jour ou deux paquets par jour, c'est certain. D'accord. Mais en tout cas, voilà, vous exercez sur vos poumons et sur votre organisme une inflammation dans tous les cas. Donc cette inflammation, elle vous expose effectivement à des risques de survenue de maladies chroniques. Et ce sont ces maladies chroniques qui nous posent des problèmes dans la longévité. C'est vraiment l'ennemi numéro 1 de la longévité, ce sont les maladies chroniques, ce sont les maladies cardiovasculaires, métaboliques, neurodégénératives, voilà, qui sont celles qui vont nous préoccuper, les cancers également, qui sont consécutifs à un état inflammatoire constant. Voilà. Donc, on va dire dans les toxiques, on a tabac, alcool, et on va avoir de la même manière dans les toxiques, ce sont les pesticides, ce sont les additifs, ce sont la pollution atmosphérique qui exerce aussi un effet anti-inflammatoire permanent. Alors, qu'est-ce qu'on peut bouger? Inflammatoire, un effet inflammatoire, c'est ça? Un effet inflammatoire. Qu'est-ce qu'on peut bouger dans tout ça? Tabac, alcool, on peut les supprimer, voilà, ou en tout cas pour ce qui est de l'alcool, le réduire de manière extrêmement… Tout à fait, ça dépend pour le coup de notre volonté. Voilà. Pour ce qui est des pesticides et des additifs, je crois que c'est cette notion quand même qui a été bien démontrée aujourd'hui. La consommation d'aliments biologiques, d'aliments bio, a un effet positif sur la survenue d'une maladie chronique et sur la longévité. La consommation d'éléments… Ça a été prouvé, les aliments bio, ça a été prouvé, parce qu'il y a une controverse, on dit que oui, c'est bien, mais bon, quand même, il y a des producteurs qui n'arrivent pas à être homologués bio. Et si on mange vraiment un légume qui n'est pas bio, est-ce que ce n'est pas la même chose que manger un légume bio? Est-ce que ça a été prouvé scientifiquement en tout cas? Écoutez, ce qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire, c'est quoi la différence entre un légume bio et un légume pas bio? Voilà. C'est tout simplement l'utilisation des pesticides. Voilà. Je crois que c'est ça. Et les pesticides, on a là aussi parfaitement démontré leur effet sur les maladies. Un cas quand même bien qui a été bien documenté, c'est par exemple la survenue de la maladie de Parkinson chez les agriculteurs qui utilisent des pesticides, chez les personnes qui habitent
des personnes qui ne sont pas du tout agriculteurs, mais dont le mode de vie fait qu'ils habitent à proximité de champs pour lequel il y a... D'accord, mais le consommateur que lui va manger, excusez-moi, le consommateur que lui va manger et consommer régulièrement des légumes de provenance différente qui ne sont pas bio, est-ce que son exposition au risque, il est moindre, enfin logiquement pour moi, il est moindre Alors, que celui-là qui va être en contact permanent avec bien sûr, avec il les est pesticides. moindre, mais il est réel. C'est-à-dire que je crois que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire, consommer des fruits et légumes, c'est important, et je crois qu'on ne le répétera jamais assez, mais consommer des fruits et légumes, et notamment certains fruits et certains légumes qui captent le plus les pesticides, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. Est-ce que vous pourriez me dire quels fruits et légumes, a priori, donnez-moi quelques exemples, je vous captent donne les pesticides plus facilement? l'exemple du raisin. Voilà, le raisin, par exemple, c'est un fruit qui concentre les pesticides de manière importante. La pomme aussi concentre les pesticides. Donc voilà. Donc j'ai pas la liste de tous les légumes ou de tous les fruits en tête, mais effectivement vous trouverez ça sur Internet, les légumes qui exposent le plus quand ils ne sont pas biologiques au risque effectivement de consommer des pesticides. Et n'oublions pas qu'on est toujours dans une préoccupation chronique. Je vous parlais de fumer et de boire de manière régulière. Et bien là, c'est pareil. Consommer des aliments, des fruits et légumes de manière régulière, c'est ce qu'on recommande à tout le monde et il faut le faire, c'est extrêmement important. Mais consommer aussi des aliments qui ne sont pas biologiques, c'est un risque d'être exposé de manière régulière aux pesticides et aux effets des pesticides. Alors, il y a les pesticides, mais il faut bien avoir en tête aussi qu'il y a les additifs alimentaires. Alors, les additifs alimentaires, c'est autre chose. C'est ce qu'on va rajouter dans des plats, par exemple, que l'on va acheter en grande surface, et c'est surtout ce qu'on va retrouver dans les aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés, vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est un petit peu la bête noire aujourd'hui de tous les médecins et de tous les nutritionnistes. Pourquoi? Parce qu'on a pu démontrer que la consommation d'aliments ultra transformés avait un impact très important sur la survenue de maladies cardiovasculaires, par exemple. Maladies cardiovasculaires, de cancers aussi, de maladies neurodégénératives. Pourquoi? Parce que ces aliments ultra transformés dans lesquels on rajoute des additifs, dans lesquels on rajoute du sucre souvent, dans lesquels on rajoute du sel aussi, va engendrer encore cet état inflammatoire permanent. Donc, il faut faire la chasse aux aliments ultra transformés. Et pour être clair sur ce point-là, les aliments ultra transformés, ce sont ceux que vous allez trouver dans les grandes surfaces. Ce sont des aliments qui sont passés par une transformation industrielle. Donc, c'est n'importe quelle barquette, grosso modo. Quelque chose qui est en boîte où il y a autre chose qui est les noms, entre guillemets, qu'on comprend. C'est-à-dire que si on mange des ça. chips, voilà, si vous mangez des chips, par exemple, si vous mangez des plats tout préparés, tout fait, c'est là que vous allez avoir effectivement un certain nombre d'additifs qui auront été réajoutés pour rehausser le goût, par exemple, pour recréer effectivement une envie de manger ces aliments, ou pour effectivement modifier effectivement la texture aussi de ces aliments. Donc, il faut être prudent. Je crois que dans une grande surface, moi, je ne suis pas du tout en train de faire la guerre aux grandes surfaces, mais dans les grandes surfaces, il faut acheter des produits qui viennent directement des producteurs. Voilà, donc c'est d'acheter des fruits et des légumes, de préférence bio, c'est ce que je vous disais, mais c'est d'acheter des produits qui n'ont pas été transformés. Ce sont des produits tels qu'on va les trouver chez les agriculteurs, chez ceux qui produisent de la viande, etc. Ce sont des produits qui n'ont pas été cuisinés à l'avance. Vous les achetez tels qu'ils viennent de chez du producteur et vous les consommez et vous les cuisinez. Voilà. Mais vous ne demandez pas aux industriels de le cuisiner pour vous, quoi. Parce que là, quand ils le cuisinent, c'est là qu'on a des problèmes. Donc voilà, donc ça c'est le premier groupe qui est le groupe des toxiques. Alors, toxique, là on a parlé de toxique, tabac, alcool, pesticides, sucre. Tabac, Sucre, on a parlé ou pas trop. Pollution, pesticides, additifs, pollution. Voilà, c'est ce que je mets. Assez proche des toxiques, parce qu'on ne le considère pas comme un toxique, mais il en est un, c'est le sucre. Voilà.